Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Pan-African Media. Bienvenue à cette édition du journal sur la chaîne panafricaine. Les titres. Au cœur de la région sahélienne, une nouvelle dynamique stratégique se dessine avec la création récente de l'Alliance des États du Sahel. C'était donc le 16 septembre que tout est parti lorsque le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé la charte du Liptako Gourmand, jetant ainsi les bases de cette alliance qui promet donc de redéfinir la lutte contre le terrorisme et surtout de remodeler les équilibres régionaux. Et puis, en République démocratique du Congo, tout respire au rythme de l'élection présidentielle. Cap actuellement sur les différentes campagnes des différents candidats. Alors, l'ancien gouverneur du Katanga, la riche province minière méridionale, et candidat numéro 3 sur les listes électorales, Moïse Katumbi fait ombrage dans les fiefs de ses adversaires. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue sur Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Bienvenue à cette autre sortie de votre programme quotidien du lundi au vendredi, une fois qu'il est 20h, heure d'Afrique centrale. Il s'agit bien sûr du journal sur la chaîne panafricaine. Alors j'ai envie de démarrer en disant Bota Malamouba Congo, très bonne fête de la République à tous les Congolais, car on se rappelle que l'histoire renseigne justement que le Congo, pendant donc la colonisation sous le contrôle de la France, pays colonisateur, cette dernière désignait le Congo par territoire du Moyen Congo. C'est donc le 28 novembre 1958 à Pointe-Noire que ce territoire du Moyen Congo fut officiellement proclamé république. À partir donc de cette date, le peuple congolais a amorcé sa marche vers les rives de l'asservissement. Elle déboucha le 15 août 1960 sur les berges de la liberté, de l'émancipation, de la souveraineté, pour tout dire. Ce fut tout simplement une transition. Et donc, conformément à la loi numéro 18-2010 du 27 novembre 2010, les Congolais célèbrent la journée de la République, le 28 novembre de chaque année, date donc à laquelle a été proclamée République 2 ans avant son accession à l'indépendance. C'était justement le 15 août 1960. Et nous restons du côté du Congo, mais cette fois-ci du côté de la République démocratique du Congo, car parti de Brazzaville pour Kinshasa, il faut faire la traversée du fleuve le Congo. Et donc de ce côté-là, on parle de campagne électorale. Ils sont donc plus de 5 candidats qui rivalisent donc d'adresse sur le terrain depuis le lancement de la campagne présidentielle. Et donc, Martin Fayulu également fait partie de cette campagne. Mais seulement, il y a un constat qui est fait. Il évite le débat sécuritaire. Reportage. La phase de campagne pour la présidentielle de la RDC suit son cours. À cet effet, le candidat Martin Fayulu était en communion avec ses partisans dimanche 26 novembre à Kisangani, dans la province du Haut-Uélé, dans le cadre de la 8e journée de campagne. Arrivé dans le nord-est du pays il y a 2 jours, le président de l'ECD a rencontré les populations des villes de Bouta et Iziro avant de continuer à Kisangani. La question de la crise sécuritaire est des plus inquiétantes. Débutée depuis avril 2012, les affrontements entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23 se font de plus intenses, causant à chaque fois des morts et plusieurs réfugiés. Plusieurs villes ont déjà été prises par les groupes rebelles, mettant les populations de cette région dans la peur constante. C'est dans cette optique que Fayulu s'est adressé aux populations de Kisangani, leur promettant, une fois élu, à travers son programme de gouvernement comme partout lors de son passage, de régler ce problème de sécurité et d'offrir des emplois. Notons qu'après l'entame de sa campagne électorale dans son fief à Bandundu, dans la province du Kwilu, Martin Fayulu a visité principalement 2 villes, notamment Bandundu-Ville et Bagata, où il s'est arrêté pour la 2e journée.
Son programme est axé sur 6 points prioritaires et qui sont l'éducation, l'agriculture, le social, les infrastructures, l'entrepreneuriat et l'écologie et qu'il compte mettre en œuvre, notamment en allouant à la partie éducation 20% du budget national. Et nous restons en République démocratique du Congo, cette fois-ci, pour aller suivre un autre candidat. Il s'agit bien sûr de Moïse Katumbi qui fait rage dans le Bukavu. Il faut le rappeler, c'est le chef-lieu de la province du Sud Kivu, considéré comme le fief du vice-président de l'économie, M. Vital Kamerhe, mais également du docteur Denis Mukwege et bien sûr de Bahati Lukebo, président du Sénat. Le candidat Katumbi a donc fait un carton plein, tel qu'on peut le voir sur ces images. C'était donc à la place de l'indépendance. Dans son discours à la place, le candidat numéro 3 a décrié la situation socio-économique et sécuritaire dans le pays, et particulièrement dans la province du Sud Kivu. Sans donc passer par le dos de la cuillère, Moïse Katumbi a fait savoir qu'une fois élu président, la sécurité sera rétablie dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri. Katumbi regrette justement de voir que la majorité des jeunes soient des chômeurs malgré leur niveau d'études. Alors là, nous sommes en direct sur Pan-African Media. Et le programme, c'est le journal. Tous les jours, du lundi au vendredi, une fois qu'il est 20h, câblez-vous pour prendre le pouls de l'actualité sur le continent africain. Et là, nous partons de la RDC pour l'Afrique de l'Ouest. Cette fois-ci, pour parler d'une réunion extraordinaire. Il s'agit de la réunion des experts de l'AES, car l'avenir de l'Alliance est donc de mise. Nous l'annoncions encore en titre. Cette alliance qui a donc pour mission de révolutionner en tant soit peu l'économie, la sécurité, qu'elle soit financière ou même alimentaire, du moins pour la zone sahélienne. Et donc ces experts se sont réunis depuis hier lundi et l'honneur est revenu au ministre des Affaires étrangères malien, son Excellence Abdoulaye Diop, de donner le coup d'envoi. Plus de détails dans ce reportage de Fabiola Ndombe. L'Alliance des États du Sahel marque bien ses pas. Preuve que cette mutualisation des efforts a déjà permis de réaliser des succès significatifs en matière de défense collective et à cet égard, M. Diop a réitéré la profonde reconnaissance du gouvernement du Mali aux forces armées du Burkina, du Mali et du Niger qui luttent au quotidien pour la préservation de la paix et la sécurité dans l'espace commun. C'était lors de la cérémonie d'ouverture de la réunion des experts le 27 novembre, en prélude à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel. Durant 2 jours qui suivent, les protagonistes ont la lourde mais exaltante responsabilité de poursuivre de manière collégiale la réflexion menée à titre national afin de soumettre au ministre des Affaires étrangères des propositions pour une structure institutionnelle de l'Alliance des États du Sahel avec des différents organes à mettre en place et l'articulation entre ces organes à travers des mécanismes de fonctionnement et d'articulation clairement établis. Recommandations pour que le Burkina, le Mali et le Niger, liés par une histoire, une culture et des valeurs communes, mais surtout liés par une relation stratégique particulière, puissent parler d'une seule et même voix partout où cela sera nécessaire. En filigrane, les agentiers des 3 États ont relevé la nécessité de créer une union économique et monétaire, preuve que les membres de l'AES veulent aller vite dans l'opérationnalisation de leurs organisations créées le 16 septembre dernier. C'est ainsi qu'en marge des visites effectuées à Bamako par le général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, et Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, Premier ministre burkinabé, une rencontre des experts des 3 pays composant l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger a été organisée à Bamako. L'objectif
était d'échanger et créer une synergie d'action entre les pays membres sur l'accélération du processus d'intégration économique et financière au sein de l'Alliance. Et nous restons en Afrique de l'Ouest avec quelques jours un peu à reculons pour parler de la visite du directeur de la BCEAO, M. Paul Cassibrou, qui a donc été reçu par le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a récemment reçu que le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Jean-Claude Cassibrou. C'était donc au cours de cette audience que le gouverneur de la BCEAO a donc fait un point sur la situation économique et monétaire de la zone UEMOA. Selon donc Jean-Claude Cassibrou, la croissance économique reste, on va le dire, solide dans la zone UEMOA avec une prévision de croissance supérieure à 5% pour l'année en cours et des perspectives encore meilleures pour 2024. Les taux d'inflation qui étaient donc, on va le dire, une préoccupation majeure lors de sa visite précédente en février, se sont nettement améliorés. En ce qui concerne le Burkina Faso, le gouverneur de la BCEAO a noté que la croissance économique, l'inflation et les agrégats sont bien maîtrisés. Il a également évoqué les sanctions de la CEDEAO qui ont fait un impact non seulement sur les pays concernés, mais aussi sur l'ensemble de la communauté ouest-africaine. Il a par ailleurs exprimé l'espoir que les discussions en cours permettront donc de surmonter rapidement cette situation afin de poursuivre le développement économique de la région sahélienne. Alors, une sortie qui nous amène à nous interroger. Est-ce un appel à la rescousse de M. Ibrahim Traoré pour essayer d'assouplir les relations qui sont tendues depuis justement l'avènement des différentes sanctions et de la CEDEAO et de l'UEMOA? Seul l'avenir nous en dira, mais pour en parler, nous sommes en compagnie de vous, M. Lompo Larba. Vous êtes analyste politique et vous vivez, on va le dire, minute par minute, cette actualité depuis le pays des hommes intègres. Déjà, bonsoir. Première question, comment comprendre la visite de Jean-Claude Cassibrou chez M. Ibrahim Traoré? Bonjour Linda, bonjour à la grande équipe de la nouvelle chaîne de télévision panafricaniste, Pan-African Media. Merci pour l'invitation et merci de me permettre de réagir par rapport à la visite de Jean-Claude Cassibrou chez le président Ibrahim Traoré. Il faut dire que cette visite s'inscrit donc dans un calendrier qu'on avait l'habitude donc de voir, de constater chaque année. Voilà, le Burkina Faso, il faut rappeler que le Burkina Faso, avant la crise, donc je n'ai pas le dernier classement, avant la crise sécuritaire, était la troisième économie donc, de la zone UEMOA. Après la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est le Burkina qui était la troisième économie donc, de la zone UEMOA. Chaque année, ces visites se faisaient. Voilà, en dehors des pays qui sont sous sanction, donc le gouverneur de la BCEAO avait l'habitude donc d'effectuer des visites dans les pays membres donc de l'espace CFA au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ben, il faut dire que cette visite qui vient à un moment où, donc, qui vient non seulement à la fin de l'année, mais à un moment où, dans ce grand ensemble de l'UEMOA, il y a un sous-ensemble qui est en train d'être créé, appelé l'Alliance des États du Sahel. Et ce dernier moment, l'Alliance des États du Sahel ont commencé à faire connaître un petit peu leurs programmes politiques et économiques. Donc, ce qui n'est pas sans inquiétude, ce qui n'est pas sans conséquence pour le grand ensemble qui est l'UEMOA, qui a des années, 70 ans d'existence. Donc, ce n'est pas
rien. Il était normal donc pour le gouverneur de la BCEAO de se rendre donc au Burkina Faso pour essayer donc non seulement de comprendre la direction que le Burkina veut prendre avec ce nouveau projet de l'Alliance des États du Sahel, avec le projet monétaire et économique qu'ils ont, le programme économique qu'ils sont en train de mettre en place. Donc, il était normal que le gouverneur vienne s'enquérir, mais aussi attirer l'attention à leur manière donc, de ce qui pourrait les attendre donc, en matière donc, de politique économique et de géopolitique. Voilà. Et le choix du Burkina Faso s'inscrit donc dans ce sens-là parce que pour eux, le Burkina Faso serait le maillon faible donc, de cette alliance, vu les différentes sorties de la façon dont les autorités abordent les questions économiques et les questions politiques, qui laissent paraître parfois de l'amateurisme donc en matière de gestion monétaire. Donc, ils peuvent penser que le pays Burkina Faso serait le maillon faible où on pourra venir manipuler pour essayer de surseoir à ce projet noble qui est engagé avec l'Alliance des États du Sahel. Cette première réponse. Nous restons avec vous, Monsieur Larbalompo. Alors, parlant de cette visite, aurait-elle des objectifs d'assouplissement avec, bien sûr, les pays sanctionnés? Je nomme par exemple le Niger, qui, malgré les sanctions, a quand même pu inaugurer une centrale photovoltaïque. Mais également, il y a le Mali qui reste sanctionné. Alors, c'est pas une pseudo-médiation que recherche la BCEAO en allant rencontrer effectivement Monsieur Ibrahim Traoré, j'ai envie de dire le capitaine Ibrahim Traoré. Oui, parlant des sanctions qui ont été observées par-ci, par-là, avec les différents coups d'État qu'il y a eu donc, dans la zone monétaire ouest-africaine donc, du franc CFA. Alors, il faut dire que le Burkina Faso n'a pas connu de sanctions de la part ni de l'UEMOA, ni de l'UMOA, ni de la CEDEAO. Donc, les trois organisations sous-régionales qui contrôlent l'économie et la monnaie n'ont pas sanctionné le Burkina Faso malgré les deux coups d'État. Il est important donc de le souligner. Ils ont été très souples. Les organisations sous-régionales ont été très souples avec donc le coup d'État, les coups d'État qui ont été perpétrés au niveau du Burkina Faso. Il n'y a jamais eu de sanctions économiques, il n'y a pas eu de sanctions politiques non plus, en dehors de condamnations formelles, donc des coups d'État auxquels on était habitué. Le Burkina n'a pas connu de sanctions de la part donc, de l'UEMOA, de la BCEAO ou encore de l'UMOA ou encore de l'Union africaine, voilà, en matière de sanctions économiques et tout ça. Donc, je pense que cette visite, c'était aussi de rappeler donc, les autorités burkinabées, les nouvelles autorités burkinabées, de ce que la BCEAO, l'UEMOA, n'ont pas été aussi durs avec le Burkina Faso comme ils l'ont été avec le Mali et le Niger. Et donc, dans cet espace donc, des États donc, du Sahel, vous voyez que le Burkina, pour eux, le Burkina devrait avoir une oreille plus attentive du moment où le Burkina n'a pas subi les mêmes revers que le Mali et le Niger de leur part. Donc, je pense que le choix du Burkina aussi s'inscrit dans cette logique-là. Donc, comme je le disais, pour eux, dans leur tête, le Burkina Faso est le maillon faible donc, de l'espace de l'Alliance des États du Sahel. Et donc, il fallait venir, ils ont plus de portes d'entrée, ils sont plus à l'aise à parler avec les autorités burkinabées qui n'ont pas suivi de sanctions que de parler
avec les autorités maliennes ou nigériennes qui ont suivi et qui continuent à subir donc des sanctions économiques et politiques. Voilà, le Burkina n'a pas subi tout ça. Le Burkina n'a jamais eu ses frontières fermées avec un État. Le Burkina n'a pas subi de sanctions économiques, de sanctions financières. Le Burkina n'a pas subi de fermeture de banques. Le Burkina n'a pas subi de fermeture de frontières portières. Donc, je pense que pour eux, le Burkina donc, devrait être plus attentif à leur discours donc, que les deux autres pays comme le Mali et le Niger. Je pense que voilà ce qui expliquerait un peu le choix donc, du Burkina Faso pour la CEDEAO, voilà, la BCEAO. Une dernière question pour sortir de ce petit entretien avec vous, Monsieur Larbal-Rompo. Et si, finalement, l'Alliance des États du Sahel venait à dissoudre, on va le dire, la BCEAO, le G5 Sahel, mais également la CEDEAO en retrait massif de ces trois États du Sahel, car il faut le rappeler, durant la réunion du 25 novembre dernier, il faut le dire, les États ont formulé le souhait de créer un comité d'experts pour approfondir les réflexions sur, nous allons le dire, l'union économique et monétaire de cette partie de la région sahélienne africaine. Oui, votre question, vous dites si les États du Sahel venaient à dissoudre la BCEAO. Non, ils peuvent quitter, mais ils ne peuvent pas dissoudre la BCEAO du moment où c'est un ensemble de 8 pays. Alors, donc, ils peuvent juste se retirer donc, de la BCEAO, mais ça ne peut pas entraîner la dissolution de la BCEAO. Voilà, et donc, mais au moins, ça va fragiliser un peu, ça va fragiliser l'économie donc, de l'espace UEMOA où la CEDEAO gouverne. Donc, c'est évident que si aujourd'hui, les États, l'Alliance des États du Sahel créent leur banque centrale et créent leur monnaie, ça sera un sous-ensemble dans un ensemble, ce qui va amener donc la sortie donc, de 3 États dans le franc CFA ouest-africain. Alors donc, il est évident que ça va fragiliser donc le système monétaire de cet espace-là. Ça c'est clair, ça va fragiliser et donc c'est normal qu'ils puissent s'inquiéter donc de la mise en place d'un autre espace, un sous-ensemble monétaire. Donc c'est ça. Sinon, la sortie de 3 pays ne peut pas dissoudre la BCEAO, mais ça va fragiliser l'économie de la région. Ça va créer quand même beaucoup de soucis parce que d'autres pays seront obligés, donc avec la proximité économique qu'ils ont avec les États du Sahel, d'autres pays seront obligés de suivre. Je pense notamment au Togo, par exemple, qui sera obligé, donc qui a plus d'échanges économiques avec les États du Sahel que les États du littoral. Et donc, ça va fragiliser et ça va donner des envies à d'autres États donc, de s'allier là où leur économie est a plus de force que de continuer dans une alliance, dans un système néocolonial où ils ne maîtrisent rien, ils ne maîtrisent pas l'émission monétaire, ils ne pourront pas continuer à contrôler leur économie et donc ça va être très difficile si les 3 États décidaient de créer une monnaie pour quitter donc la zone CFA. Voilà. Donc, je pense que cette visite s'inscrit aussi dans ça, l'inquiétude de voir cette zone monétaire-là se fragiliser par les 3 États donc, du Sahel, que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ça va être très, très, très difficile pour la sous-région, et surtout pour la zone franc CFA, pour le franc CFA, pour cette monnaie néocoloniale.
Voilà, je pense que c'est plutôt ça l'inquiétude. La CEDEAO ne va pas se dissoudre automatiquement, voilà, mais ça va les fragiliser. Voilà, et certainement, ça va coûter très cher à la France et à tous ceux qui tirent bénéfice de ce système-là, notamment l'Union européenne et d'autres pays, donc qui profitent de cette monnaie pour soutirer nos matières premières gratuitement. Vous, Monsieur Larba Lompo, il est clair qu'on regarde ce qui se dessine, nous allons le dire, voilà, c'est carrément, on va dire, la chute ou le déclin de la CEDEAO, de l'UEMOA et de la BCEAO qui est donc enclenchée lorsque nous avons des États qui ont des idées, j'ai envie de dire, majestueuses, notamment la création d'une compagnie aérienne sous-régionale. La sécurité, c'est déjà le cas avec le Ligue Taco Gourma. Et maintenant, les argentiers de cette partie qui ont, voilà, un fort taux de production en minerais, notamment l'or. Il va de soi que les autres pays suivent le pas et que finalement, tout ce qui est BCEAO, CEDEAO, UEMOA ferme porte. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est bien sûr la grande édition du journal télévisé sur la chaîne panafricaine, Pan-African Media. Nous restons toujours en Afrique de l'Ouest, cette fois-ci pour parler de terrorisme. Oui, c'est bien sûr ce fléau qui mine cette partie du Sahel, que ce soit au Mali, au Niger et au Burkina. Encore, on va le dire, ce sont des sons de Kalachnikov et bien sûr autres détonateurs. C'est sous ces sons que les populations de la localité de Dibo s'est donc réveillées dimanche dernier. Donc un bilan provisoire fait quand même état de plus de 400 terroristes terrorisés et 3000 autres déjà neutralisés face justement à l'offensive des forces armées burkinabées. 3000 criminels qui ont donc tenté de s'emparer ainsi. La ville de Dibo, c'est au nord de ce pays. Les hommes intègrent le nombre d'assaillants tués dans leur fuite à travers justement la brousse et les pistes sont en cours de compilation. Mais déjà, un peu plus de 500, on va dire, corps ont été repêchés sur le site de la confrontation. Plus d'éléments avec vous, Diane Ménin. Selon plusieurs sources sécuritaires, un important groupe terroriste a lancé dimanche 26 novembre un assaut sur le camp de l'armée burkinabé situé à Dibo. De façon directe, au moins 63 assaillants, dont plusieurs leaders terroristes, ont été neutralisés dimanche par l'armée burkinabé dans la province de Kolpelogo, dans la région centre-est du pays. L'agence d'information du Burkina a soutenu que pendant plusieurs heures, les forces combattantes ont fait preuve d'une résistance farouche face à l'ennemi et que l'action combinée des troupes au sol et des vecteurs aériens a permis d'infliger une cuisante défaite aux criminels. Les médias burkinabés ont souligné que le bilan pourrait s'alourdir du côté des terroristes car le nombre d'assaillants tués dans leur fuite à travers la brousse et les pistes était en cours de compilation. Des sources locales affirment que plusieurs centaines d'assaillants sont arrivés dans la ville de Dibo dans l'après-midi. Ils ont effectué des tirs dans certains quartiers et le camp de l'armée. Les dégâts matériels et humains sont énormes du côté des assaillants qui ont subi des frappes fracassantes de l'armée burkinabé. Ces derniers jours, l'armée burkinabé a lancé une offensive contre plusieurs groupes armés dans le pays. Leurs bases sont bombardées quotidiennement et les images diffusées sur la télévision publique RTB chaque soir à l'édition du journal de 20 h. À l'instar de ses voisins de la région du Sahel, notamment le Mali et le Niger, le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à une insécurité croissante. Depuis 2015, l'insécurité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest a coûté la vie à de nombreuses personnes et fait des milliers de déplacés. L'armée burkinabé et ses supplétifs, les volontaires pour la défense de la patrie, ont multiplié des opérations contre les groupes armés terroristes dans le pays. Et nous allons sortir de cette édition avec l'Afrique centrale.
nous sommes là du côté du pays de Toumaï, c'est au Tchad, pour parler du référendum constitutionnel. Alors la bataille se joue entre les candidats du oui et les candidats du non. Et donc, les partisans du oui, derrière donc les autorités en place, militent pour un État unitaire et ceux du non prêchent pour le fédéralisme. Illustration donc, le groupe de concertation des acteurs politiques et la plateforme républicaine ont donc mis en œuvre des moyens stratégiques visant ensuite à boycotter le référendum constitutionnel qui va se tenir le 17 décembre prochain. Par ailleurs, l'ex-premier ministre Pahimi Padake appelle lui aussi au boycott du référendum. Il a d'ailleurs fait savoir dans un échange au cours duquel il a appelé à la ville morte et surtout au bureau de vote mort le 17 décembre prochain. Diane Bena, une fois de plus, nous en dit plus. Polémique autour du référendum constitutionnel au Tchad, un processus électoral taxé de solitaire. À cet effet, le groupe de concertation des acteurs politiques GCAP et la plateforme républicaine ont mis en œuvre des moyens stratégiques visant à boycotter le référendum constitutionnel du 17 décembre 2023. Un programme bien défini est arrêté pour réaliser cette entreprise. Et c'est donc à travers un point de presse tenu dans la salle du 27 novembre de FM Liberté que la plateforme républicaine du barrage au processus anti-succession dynastique du groupe de concertation des acteurs politiques a dévoilé son plan d'empêchement au référendum constitutionnel. Il s'agit notamment de la mise en place des concerts, de casseroles et de sifflets, suivis des caravanes populaires et citoyennes d'information et de sensibilisation. Aussi, 2 grandes manifestations politiques sont en vue en N'Djamena, capitale tchadienne, ainsi qu'un sit-in acté pour le 1er et le 11 décembre 2023, dans tous les chefs-lieux des 23 provinces du pays. Ce plan se résume donc sur 3 grands axes, à savoir l'abstention systématique à travers les campagnes d'information, la dissuasion et le boycott organisé. Le deuxième axe est centralisé sur la rupture avec les urnes et le dernier axe sur l'organisation d'une contre-élection. Il est à noter que c'est dans un climat pacifique que les membres du GCAP et la plateforme républicaine entendent soutenir leur manifestation du 17 décembre prochain. Le combat de ces acteurs politiques est donc axé sur la revendication et l'exigence d'un processus référendaire légitime, inclusif, égalitaire, transparent et sincère, en phase avec les aspirations des peuples tchadiens. Et c'est avec cette note que nous allons refermer cette autre édition du journal télévisé sur la chaîne panafricaine. On se retrouve demain à la même heure, au même endroit, sur Panafrican Media, pour une Afrique souveraine et unie. Bonsoir. Panafrican Media pour une Afrique souveraine et unie.